Bonsoir tout le monde, bon après-midi. Bienvenue aux conférences grand public de la Société canadienne de chronobiologie. Welcome to the public lectures of the Canadian Society for Chronobiology. So, on a un programme très intéressant ce soir. On a une première présentation qui va être livrée par Dr. Diane Boivin de l'Université McGill et Dr. Annie Vallière qui vont nous parler comment mieux vivre avec les horaires atypiques. Donc, pour ceux qui nous joignent en ligne, je vous invite à poser vos questions dans le chat ou dans le Q&A. Puis, à la fin de la session, on va avoir du temps pour les périodes de questions. Merci. Merci Rebecca pour l'introduction, puis merci au comité organisateur, en particulier au docteur Valérie Mongrain, la présidente de la conférence. Puis, en particulier, je vais commencer avec les remerciements. OK, on va dire. Bon, le consortium canadien, qui est représenté par Rebecca, qui va permettre de diffuser la conférence au niveau canadien, et le Réseau Sommeil du Québec, qui est très actif. Je vais aussi, avant de l'oublier, remercier personnellement mon associé Philippe Boudreau. Comme vous allez voir, il y a beaucoup de dessins, on s'est bien amusé, il y a beaucoup de dessins pendant la conférence. On a créé en utilisant l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas de la génération spontanée, c'était énormément de travail, puis Philippe a été d'une aide remarquable pendant tout ce processus-là. Alors, bienvenue tout le monde encore, bienvenue aux auditeurs, auditrices qui sont à la maison, parce qu'on m'a dit aussi qu'il y a plusieurs personnes qui vont se connecter électroniquement. Donc, la conférence, en fait, bon, c'est pour vulgariser ce que sont les horaires atypiques, puis les troubles d'ajustement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces troubles. On ne corrigera jamais la situation totalement, mais on peut faire beaucoup de choses. Et alors, c'est un partenariat aujourd'hui avec ma collègue, le professeur Annie Vallière, qui va passer beaucoup de temps à vous expliquer comment on peut adapter les stratégies d'hygiène de sommeil pour améliorer les ajustements aux horaires atypiques. Mais avant de commencer, puis de dire n'importe quoi, il faut savoir de quoi qu'on parle. Fait qu'on va commencer par décrire brièvement c'est quoi le sommeil, comment ça fonctionne tout ça, c'est quoi l'horloge biologique, parce que oui, on en a une et même plusieurs. C'est quoi ces histoires-là d'horaires atypiques? Est-ce que vous... Vos collègues, est-ce qu'ils sont soumis à des horaires atypiques? C'est juste le travail de nuit? C'est quoi? Puis, c'est quoi les conseils pour mieux vivre avec ces derniers? Donc, on commence. Alors, le sommeil, l'horloge biologique. Le sommeil, tout le monde sait c'est quoi, pour l'avoir expérimenté. C'est un besoin universel. Que tous les êtres vivants, quelque part, dorment. Même la mouche à fruits. Il y a d'ailleurs des magnifiques modèles génétiques sur la mouche à fruits. Vous savez, c'est un organisme par excellence pour étudier l'expression des gènes. Et il y a des périodes de repos aussi chez la mouche à fruits. Donc, c'est un modèle universel qui affecte tous les animaux, incluant l'être humain. Et oui, on est aussi une espèce animale et on doit dormir. Et il y a des animaux qui sont nocturnes, il y en a qui sont diurnes. Bon, l'être humain, je ne vous l'apprends pas, c'est un animal diurne. Donc, on est fait pour dormir la nuit. Même si vous dites, là, moi, je suis un oiseau de nuit, j'aime ça sortir le soir, blabla. Non, non, il y a une limite à ça. Fait que, puis en plus, comme on va le voir, on doit s'ajuster à son environnement. On a un système d'horloge biologique qui sont un petit peu différents en termes de cyclicité de la planète Terre. Mais revenons au sommeil. J'ai toujours tendance à dévier vers les rythmes circadiens, parce que j'adore ça, mais en tout cas, c'est un besoin universel. Fait que l'âge de Noé, tout le monde dort là-dessus. Il y a une petite erreur, c'est que tout le monde ne dort pas en même temps. Là, je regarde, il n'y a pas de rat nocturne. Bon, OK, fait que c'est pas trop une grosse erreur, mais tous les animaux, à un moment donné, ont besoin de se reposer. Donc, pourquoi qu'on se repose? Les questions les plus simples, souvent, on n'a pas les réponses les plus détaillées, mais en gros, on se repose pour se reposer, pour récupérer. Donc, c'est une période naturelle de récupération parce que quand on est réveillé, c'est fatigant. On accumule de la fatigue physique, psychologique, puis on a besoin de
faire un reset. Clouc, on remet le compteur à zéro, on remet les neurones à zéro, parce que plus ça travaille, ces neurones-là, là, ça accumule des connexions denses entre eux autres, puis à un moment donné, lâchez-vous, il faut recommencer à zéro, parce que demain, c'est une nouvelle journée, puis il va falloir que tu apprennes des choses différentes. Pendant qu'on dort, on est moins réceptif à l'environnement. On s'en va dans notre monde intérieur. Puis c'est important, on a besoin de ça. On a besoin que la machine tourne sur elle-même pour se régénérer. Puis il y a toutes sortes de changements physiologiques qui se passent. En fait, il y a divers stades de sommeil. Donc les stades de sommeil, il y a tellement de choses qui se passent pendant le sommeil. Avant, on pensait que le sommeil, ben, ça fait très, très longtemps qu'on ne pense plus ça, là. Mais c'est une période quasiment inutile, c'est comme la mort, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est pas vrai, il y a bien des affaires qui se passent. Là, le pointeur, attends une minute. C'est lequel? Ah ben oui, OK. Tiens, toi, 2 doctorats, puis je suis pas capable de trouver le pointeur. Bon. Donc, mais si je veux pointer... Ah non, il faut que je pointe là. OK. Tu sais, je suis dans mon monde intérieur, là, j'ai pas dormi assez, je pense. Bon, alors, il y a plusieurs choses qui se passent pendant le sommeil. Le cerveau traverse plusieurs états. Quand on est réveillé, ça en passant, c'est l'activité cérébrale. OK? Fait que quand vous avez une petite fibrillation comme ça, des ondes rapides et de basse amplitude, c'est parce qu'il y a plusieurs régions du cerveau qui travaillent en même temps. Puis là, quand tu enregistres ça sur ton électrode, ben ça donne ce tracé-là. Puis là, au fur et à mesure qu'on avance dans la profondeur du sommeil, parce que là, plus le chiffre est élevé, plus tu avances, le sommeil léger, qu'on appelle maintenant le stade N1, le stade 2, ça, c'est vraiment la base, là, la structure du sommeil. Puis ensuite, le stade 3, c'est très profond. Puis il y a ce qu'on appelle des grapho-éléments particuliers qui surviennent, qu'on repère sur l'électroencéphalogramme. Fait que là, on le voit pas très bien ici, mais le cerveau se ralentit un petit peu. Si on vous réveille en stade 1, des fois, il y en a qui vont dire « Non, non, je dormais pas », mais nous, on a des critères. Là, si ça fait plusieurs secondes que vous êtes, et même minutes que vous êtes dans ce stade-là, on va dire « Oui, tu dormais ». Puis quand le stade 2 apparaît, là, il y a ce qu'on appelle des fuseaux de sommeil. Ça, c'est c'est généré par des boucles de rétroaction ou de feedback entre les régions profondes et superficielles du cerveau. Fait que là, ça commence à tourner par l'intérieur. Ça, c'est vraiment typique du sommeil. Puis, il y a des complexes cas aussi en réaction à l'environnement. Là, quand ça apparaît, là, bon, c'est là, vous dormez, puis vous le savez. Ensuite de ça apparaît un stade très important, qui est le sommeil lent profond, qu'on appelle N3. Regardez les ondes cérébrales, là, c'est ce qu'on appelle des ondes delta. C'est lent, c'est profond. C'est comme si le cerveau respirait. Les ondes cérébrales sont plus synchronisées. Puis, chose intéressante, on sécrète, il y a des sécrétions d'hormones de croissance associées à ces ondes-là. Donc, c'est très important pour la genèse, pour la récupération, excusez-moi. Puis ensuite, le sommeil paradoxal. Là, ici, on est profondément endormi, mais regardez l'électroencéphalogramme, il est très rapide, quasiment aussi rapide qu'à l'état d'éveil. Et pourtant, vous êtes profondément endormi, c'est difficile de vous réveiller. Ça, c'est le stade de sommeil typiquement associé au rêve. Mais le cerveau, il est très actif, mais actif de façon un peu différente. Donc, il y a tous ces stades de sommeil, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on enregistre quelqu'un, on enregistre le tracé, l'électroencéphalogramme et d'autres paramètres. On enregistre les mouvements des yeux, on enregistre le tonus musculaire. Ça, c'est 3 éléments dont on a besoin pour ce qu'on appelle, nous, dans notre domaine, scorer le sommeil, déterminer dans quel stade de sommeil quelqu'un est. Parce que les mouvements des yeux, c'est important, là. Le sommeil paradoxal, quand on rentre là-dedans, les yeux bougent rapidement. C'est ce qu'on appelle des mouvements oculaires rapides. D'ailleurs, en anglais, c'est appelé le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement. Puis, on est paralysé. Puis ça, c'est très important d'être paralysé, parce que si vous ne l'êtes pas, c'est une pathologie du sommeil, puis c'est pas terrible. C'est
sais, il y a des comportements un peu plus instinctifs qui peuvent sortir, puis c'est vraiment perturbant. Mais on ne parlera pas de ça. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'enregistrement, puis là, on sépare en petites époques de 30 secondes, puis à chaque, je pense que je vais accélérer, puis à chaque seconde, on attribue un stade de sommeil. Puis là, on regarde le déroulement des stades de sommeil au cours de la nuit. C'est ce qu'on appelle un hypnogramme. Puis donc, à chaque 30 secondes, on détermine le stade de sommeil, puis voilà. Alors là, vous comprendrez que si vous allez passer une investigation de sommeil, ça peut prendre un certain temps avant d'avoir les résultats. C'est parce que vous produisez pas mal de pages d'électroencéphalogramme. Mais je vous invite à regarder comment c'est fait, ça, le déroulement des stades de sommeil au cours de la nuit. Alors, on commence avec un éveil, puis là, le sommeil devient de plus en plus profond. Puis là, le sommeil lent profond, là, on a mis les barres rouges, on en fait beaucoup au début de la nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Votre corps, il sait que la première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est récupérer. Fait que là, vous vous couchez, vous accumulez de la fatigue, puis votre cerveau va vouloir faire du sommeil lent profond. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, puis ça, c'est un tracé de sommeil d'un individu qui a un horaire normal, qui dort la nuit. Alors, au fur et à mesure que le sommeil avance, mais on fait de plus en plus de sommeil paradoxal. Alors, c'est principalement la fatigue qu'on accumule qui nous fait faire du sommeil lent profond, parce qu'on a besoin de récupérer, et principalement l'horloge biologique qui augmente la pression au sommeil paradoxal. Puis moi, comme j'ai une tendance à aimer les rythmes circadiens, ben je dis c'est l'horloge qui nous fait rêver. C'est mon truc mnémotechnique. Puis l'alternance entre les deux, c'est très important. Ça a des impacts, entre autres, sur la mémoire, la cognition. Bon, on avance. Alors, l'homéostasie du sommeil, ben c'est le fait que plus on est éveillé longtemps, plus on veut dormir, puis plus on veut faire du sommeil lent profond. Et puis nous, on la quantifie de façon plus précise en regardant la puissance des ondes delta pendant le sommeil. Et ici, on a illustré, souvent on va l'illustrer avec un sablier. Donc, quand on se couche, là, on est capable de s'endormir parce que le sablier est plein. Puis là, il se vide au cours de la nuit, puis là, la madame est reposée, puis elle est capable de partir sa journée. OK. Ça, c'est un processus. S'il y avait juste celui-là, on ne serait pas capable d'être éveillé 16 heures en ligne puis de dormir 8 heures en ligne. On a un autre processus. Où est-ce qu'il est? OK, j'aurais dû inverser les diapos, je vais revenir après, là. C'est un processus circadien. On a une horloge. Avant, on disait une, là, mais c'est rendu plus compliqué, naturellement. Il y a une horloge maîtresse. C'est comme un chef d'orchestre qui est situé dans le centre du cerveau, puis ça contrôle des horloges un peu partout dans le corps. Ces horloges-là, en fait, ça les synchronise, puis cette horloge, elle s'ajuste en environnement par l'exposition à la lumière. Parce que l'horloge biologique, là, elle a des journées un peu différentes de 24 heures. Pas bien différentes, mais tu sais, comme 0,2, petite dizaine de minutes. Mais accumulé à tous les jours, là, ça va faire un décalage important au bout du temps. Tu sais, votre horloge, elle va prendre du retard, puis à un moment donné, elle va se ramasser en Asie. Si vous ne lui envoyez pas des signaux pour lui dire « reste avec moi dans le même fuseau horaire », ça, là, ça se fait naturellement par l'exposition à la lumière. Il y a d'autres synchronisateurs plus faibles, mais ça, c'est le synchronisateur à travers toutes les espèces animales, incluant l'être humain. Alors, si vous pensez que vous n'avez rien fait dans une journée, au moins vous avez retenu votre horloge biologique dans le bon fuseau horaire sur la bonne planète. Donc, et je vais retourner en arrière. Et, OK, ce qui est important de savoir, et particulièrement chez tous les gens qui souffrent de troubles de sommeil, c'est que le sommeil et l'éveil font partie d'un cycle. La manière ou la qualité du sommeil que vous allez avoir, la quantité, dépend de ce que vous avez fait la veille. Tu sais, si vous avez pris une cafetière, si vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, vous allez moins bien dormir. Si vous dormez moins bien, vous allez aussi affecter la qualité de votre réveil. Et un petit mot qui est important, particulièrement pour les travailleurs sur horaire et travailleuses sur horaire atypique, vous n'êtes pas obligé de dormir d'une seule shot.
OK? Le sommeil n'a pas à être, comme on dit, monophasique. L'important, oui, il faut essayer de régulariser tout ça, mais j'en parlerai pas trop parce qu'on a une experte ici, professeur Vallière, qui me suit impatiemment. Mais ce qui est important, c'est le sommeil cumulé au cours de la journée, particulièrement lorsqu'on veut contrôler les problèmes, les risques liés à la fatigue, c'est important. OK, ça, vous connaissez tout ça déjà. Puis un autre petit mot, faites attention, la lumière la nuit, ça inhibe la sécrétion de la mélatonine. Fait que là, si vous vous réveillez, puis vous allez à la salle de bain, puis des fois, il y a des lumières de maquillage assez fortes, ça va inhiber très, très fortement la sécrétion de mélatonine. Bon, OK. Là, ce qui est important de dire, c'est que ces deux processus-là, ils interagissent de façon très fine entre eux pour vous permettre d'être éveillé 16 heures en ligne et de dormir 8 heures en ligne. Parce que s'il y avait que le processus homéostasique, vous savez, le sablier, vous ne seriez pas capable de faire 16 heures d'éveil. S'il y avait que l'horloge biologique, il y a une grosse surprise, c'est que l'horloge, elle envoie ses signaux les plus forts d'éveil 1 à 2 heures avant l'heure habituelle de coucher. Vous allez dire, voyons donc. Elle envoie ses signaux les plus forts de sommeil 1 à 2 heures avant l'heure habituelle de lever, mais j'ai même vu après l'heure de lever. Ça, c'est parce qu'il y a les deux processus qui interagissent ensemble, puis ces deux processus, en fait, créent des zones. Des zones, deux zones principales où c'est plus facile de s'endormir en fin de nuit, puis après, en début d'après-midi, vous savez, après l'heure du lunch, là, nous, on appelle ça le post-lunch dip. OK, ça, c'est des zones qui sont plus à risque de faire des accidents, des incidents liés à la fatigue. Puis il y a des zones aussi où est-ce qu'on a tendance à être plus éveillé, pas loin de l'heure habituelle de coucher, puis en fin de matinée. OK? Alors, on va avoir une conférence publique sur le changement d'heure. C'est important, hein? Des petits changements d'heure. Qu'est-ce que ça va faire? Si vous allez vous coucher trop tôt, vous risquez d'avoir de la misère à dormir. 1 à 2 heures là, de changement dans l'horaire, ça va avoir des impacts importants. Mais tout de suite, vous êtes brillant, vous avez compris que si vous perturbez cette synchronisation temporelle entre l'horloge biologique et le processus de sablier, ça va créer des problèmes. C'est ce qui se passe avec les horaires atypiques de travail. Allez. Bon, les horaires atypiques. Les horaires atypiques. Souvent, on aime utiliser comme exemple, l'exemple le plus marquant, c'est le travail de nuit. Parce que le travail de nuit, oups, par ici, le travail de nuit, en fait, c'est la désynchronisation la plus prononcée. Tu inverses ton cycle éveil-sommeil. Donc là, ici, on a un homme qui travaille de jour, qui est de bonne humeur, il est vigilant, puis la nuit, il dort bien. À côté, on a une dame qui essaye de dormir le jour. Des fois, il y a des perturbations dans l'environnement, puis il faut qu'elle opère la nuit, puis il y a des problèmes de fatigue qui se présentent. Là, on peut penser, ouais, mais si on travaille toujours de nuit, à un moment donné, on va finir par s'ajuster. Non, non. On a fait des grosses études, nous, d'autres groupes, pour essayer de trouver la prévalence de l'ajustement au travail de nuit quand on a des horaires réguliers, et c'est quand même assez bas. C'est autour de 25 %, ce qui veut dire que la majorité des travailleurs de nuit, même sur des horaires, et travailleuses de nuit, même sur des horaires réguliers, ne voient pas leur rythme circadien s'ajuster. Mais il y a d'autres types d'horaires aussi, il y en a toutes sortes. Vous pouvez travailler de jour, mais avoir à vous lever de bonne heure, comme ici, ou avoir même, il y a des industries où les horaires sont morcelés. On travaille un petit peu le matin, après ça, on retourne l'après-midi. C'est compliqué. Vous pouvez devoir répondre à des appels de garde. Souvent, vous pouvez avoir des semaines avec de la restriction de sommeil, puis en plus, des appels en pleine nuit là, qui vous perturbent. Ou même faire des chiffres de 24 heures, puis avec des interruptions un peu
n'importe quand. Donc, tout ça, ce sont des horaires atypiques. Puis même, on inclut dans les horaires atypiques le fait de travailler les week-ends, le fait de travailler le soir. Donc, il y a toutes sortes de présentations d'horaires atypiques. Ils n'ont pas tous le même impact en termes de perturbation, mais quand même, c'est prévalent. Puis, donc, vous comprenez que ça va perturber le sommeil, ça va perturber l'éveil, donc ça va créer des troubles de sommeil et d'éveil. Mais des fois, c'est sévère, ces troubles-là, puis ça rencontre certains critères diagnostiques qui peuvent être discutables, mais sur lesquels la communauté scientifique s'affaire à améliorer les critères. Mais les troubles sévères de sommeil et d'éveil, il y en a plus dans les populations qui travaillent sur horaires atypiques que dans la population générale. Donc, on va en trouver beaucoup, là, selon les études. Puis la dernière, ici, là, celle-là, c'est une méta-analyse qui regroupe, je pense, 29 études. Donc, c'est une préoccupation dont il faut se soucier. Quelques petites définitions. Souvent, les gens vont référer à de la fatigue. C'est quoi de la fatigue? On définit ça généralement comme une perte d'énergie subite ou progressive qui est causée par toutes sortes de choses, hein, pas seulement les horaires de travail. Vous pouvez avoir des conditions médicales, faire de l'anémie, attraper la COVID, bon, etc. Mais le travail peut causer de la fatigue. Donc, c'est des perturbations occasionnées par des horaires irréguliers ou même la charge de travail physique ou mentale qui peut être élevée. Donc, ça atteint les capacités mentales et physiques, puis ça s'associe à un besoin grandissant de repos. Si vous êtes fatigué parce que vous avez trop travaillé ou travaillé sur des horaires atypiques, bien, il faut vous reposer. Maintenant, il y a autre chose plus sévère qu'on appelle la somnolence. Puis là, ça, c'est plus inquiétant. C'est plus que de la fatigue. Quand subjectivement, on essaye d'évaluer, bon, je suis somnolent, je suis fatigué, là, ça peut être difficile, mais ça s'associe à une sensation physiologique d'endormissement. C'est difficile de rester éveillé. C'est ce qu'on appelle de la somnolence. Il y a des questionnaires standardisés qui peuvent être utilisés. Il y a des tests de laboratoire plus objectifs, mais c'est inquiétant. Puis les accès de somnolence, pas juste de fatigue, parce que c'est un terme assez général, les accès de somnolence sont plus élevés chez les populations de travailleurs et travailleuses sur horaires atypiques. Bon, c'est quoi cette histoire-là? C'est comme un résumé qui est inspiré de données de laboratoires qui montrent divers rythmes diurnes qui sont perturbés par ce qu'on appelle, nous, la désynchronisation circadienne. Ça a l'air d'un gros mot, là, mais c'est juste un état de décalage horaire interne causé par des horaires atypiques de sommeil et d'éveil. Donc, il y a, tu sais, on parle des désynchronisations. L'horloge biologique n'est pas vraiment ajustée à l'horaire de sommeil, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Non seulement c'est mal aligné, puis là, ça influence les processus qu'on a vus, mais les rythmes eux-mêmes sont perturbés. Tu sais, la courbe de mélatonine, par exemple, la mélatonine, vous savez, c'est une substance, un produit qu'on peut se procurer dans les pharmacies, grands rayons, sans prescription. Mais c'est une hormone qu'on sécrète. La nuit, c'est une hormone qui est très importante et très, très liée à l'horloge biologique, très sensible à la lumière. Mais là, si vous travaillez sur un horaire de jour, bon, vous avez une bonne sécrétion en pleine nuit, puis là, ça atteint le pic en milieu de nuit. Mais si vous travaillez sur des horaires atypiques, bien, c'est un peu aplati, puis ça, c'est des courbes de groupe, là, mais il y a des individus, c'est pas mal perturbé. Le cortisol aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est une hormone de stress, c'est important. Je dis souvent aux étudiants, mais pourtant, rappelez le moment où est-ce qu'on sécrète le plus haut taux de cortisol, c'est le matin en se levant. C'est ça qui est le plus stressant, sort du lit puis va travailler. Mais là, ça aussi, elle, est perturbée. Bon, la température corporelle. Puis ça, là, c'est tout. Ça, c'est intéressant aussi. C'est des marqueurs de ce qu'on appelle les horloges périphériques. Vous savez, les rythmes circadiens, c'est généré par des boucles de transcription de matériel génétique appelé les gènes de l'horloge. Puis là, il y a des boucles positives et négatives, mais on peut les observer dans les cellules périphériques. Fait qu'on a montré qu'on pouvait les doser aussi dans les cellules sanguines. Je vous présente ça juste pour vous dire que c'est pas juste l'horloge biologique, ça affecte des tissus partout dans le corps, partout. On a même trouvé
en faisant des analyses post-mortem de cerveau de patients décédés de la maladie d'Alzheimer comparé à des décès d'autres types, qu'il y avait des horloges périphériques dans d'autres régions du cerveau que l'horloge centrale qui est située dans une structure qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Ben, dans la maladie d'Alzheimer, sont désynchronisés les unes par rapport aux autres. Donc, ça devient complexe. Hein, fait que là, ce qu'on appelle désynchronisation, c'est ton corps est désynchronisé par rapport à l'environnement, parce que là, t'essayes d'être éveillé quand il fait noir, puis de dormir quand il fait clair, donc t'es pas dans le bon fuseau horaire, mais en plus, à l'intérieur, c'est désynchronisé entre eux, puis ça a des impacts sur la santé. On a d'ailleurs un symposium avec des collègues, d'éminents chercheurs ici. On va démarrer, on a un symposium sur le travail posté lundi matin, donc on va aller un petit peu plus en profondeur sur les impacts. OK. Et donc, ben, on a une augmentation de toutes sortes de problèmes médicaux. Dans les études, c'est souvent des associations à long terme. Là, ça peut être difficile de dire, bon, il y a une relation causale, mais dans les populations sur horaire atypique, il y a une augmentation de la prévalence de plusieurs problèmes. Plus de demandes de journées de congé de maladie, plus de problèmes psychologiques, des troubles digestifs intestinaux, des problèmes cardiovasculaires, métaboliques. Puis plusieurs de ces troubles, en plus, il peut y avoir une interaction entre la restriction de sommeil puis la désynchronisation circadienne, des problèmes hormonaux. Il y a des hormones qui sont très, très sensibles à désynchronisation. On l'a vu, mélatonine, cortisol. Il y en a d'autres qui sont sensibles en plus beaucoup à la privation de sommeil, le TSH. Vous savez, si vous êtes un travailleur, une travailleuse de nuit avec des problèmes de glandes thyroïdes, bon, ça peut être plus difficile à contrôler. Même chose pour le diabète. Et augmentation de divers types de cancers. Puis là, ben, on se demande, c'est-tu parce que les gènes de l'horloge circadienne sont perturbés? C'est-tu parce que la courbe de mélatonine est perturbée? En plus, à cause des problèmes de restriction de sommeil, il y a des problèmes de vigilance, il y a une augmentation de risque d'incidents liés à la fatigue. Et quand on emploie cette expression-là, incident lié à la fatigue, on s'entend, là, c'est la fatigue liée aux heures de travail, pas la fatigue parce que tu fais de l'anémie ou bon. Puis là, ben, écoutez, les statistiques, ça varie beaucoup parce que souvent, c'est sous-rapporté, il y a souvent pas le standard de chercher une contribution potentielle des horaires de travail atypiques sur l'apparition d'un incident ou accident au travail. Il y a encore de l'éducation à faire là, dans les environnements de travail. Bon, heureusement, ça arrive pas souvent, mais ça peut amener des catastrophes qui sont quand même coûteuses. Bon, qui c'est qui est à risque? Là, on pourrait parler 1 heure de temps sur les risques liés à la fatigue, mais on sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque, entre autres, de travailler sur des horaires atypiques. Il y a d'autres facteurs de risque. Si les gens qui sont nouvellement à l'emploi, surtout les jeunes hommes, travailleurs et travailleuses dont le style de vie influence. Là, si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, demandez-vous pas pourquoi vous êtes fatigué. Puis si vous êtes fatigué en privation de sommeil, ben oui, vous allez avoir plus de risques d'incidents liés à la fatigue. Vous pouvez aussi avoir une pathologie du sommeil. D'ailleurs, dans les éducations, ben Dr Vallière va vous en parler. OK. Fait que, et qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, vous vous rappelez qu'il y a des horloges dans tout, puis la privation de sommeil peut aussi affecter toutes sortes de choses. Alors, souvent, les premiers symptômes à apparaître, ce sont des symptômes d'ordre psychologique. Avoir la mèche courte. Vous allez voir les équipes de nuit, là, souvent c'est plus à pic, les interactions. Ils ont la mèche courte, mais ça peut être quand même insidieux, puis amener des problèmes psychologiques plus pernicieux, un état anxio-dépressif, puis il peut y avoir des troubles cognitifs. Puis, bon, ben, ça dépend aussi de la sévérité de la dépression, de la privation de sommeil. Si on vous tient réveillé 30 heures, oui, on va observer plus de signes que si vous êtes en restriction de sommeil un peu moins longtemps. Puis, il y a des pathologies qui arrivent aussi, augmentation de risque, par exemple, de diabète de type 2. D'ailleurs, cette histoire d'alimentation, c'est important, hein? Dans une vie normale, quand on est éveillé de jour, on dort la nuit, ben, on a une période de jeûne qui dure au moins 8 heures, à moins que vous vous leviez, puis vous alliez
au frigo la nuit. Mais passer 8 heures dans la journée sans manger, c'est plus difficile. Donc, on est habitué de jeûner. Puis si votre organisme reçoit un repas riche en glucides, en lipides, la nuit, ben, il va moins bien le métaboliser. Alors, c'est une explication potentielle. Et l'autre chose, c'est une corrélation souvent qui est faite, qui est introduite dans le milieu scientifique par mon collègue de Adélaïde en Australie, le professeur Dawson, qui a publié un papier qui comparait l'altération des facultés là, sur des tests psychomoteurs entre le fait de consommer de l'alcool et le fait d'être éveillé. Ça introduit la notion de faculté affaiblie par la privation de sommeil. Donc, il y a une responsabilité qui est en cause. C'est pas une comparaison qui est inattaquable dans le sens que c'est pas plus tu es réveillé longtemps, pas nécessairement, ça correspond pas nécessairement à augmenter la consommation d'alcool, parce que il y a le rythme circadien impliqué, mais ça fait réfléchir, puis c'est vrai, il y a une question de responsabilité et on parle de responsabilité partagée. Donc, les environnements de travail ont la responsabilité d'offrir des conditions qui vont permettre un repos suffisant et ne pas forcer des individus à opérer avec des facultés affaiblies. Et la même chose, les travailleurs, travailleuses ont la responsabilité de se reposer pendant les périodes de travail. Et pour mieux vivre avec les horaires atypiques, je pense qu'il faut que j'accélère, là, mais OK. En fait, ça va introduire, professeur Vallière, c'est important de gérer le sommeil. Puis là, moi, je regarde beaucoup l'angle, comment ça va affecter les facultés à l'éveil, mais après un grand vol d'heures de sommeil, il faut prévoir de rembourser votre dette. Ça, c'est important. Puis, il y a toutes sortes de mesures de mitigation. C'est important d'avoir de l'éducation. Je suis très contente s'il y a beaucoup de gens qui écoutent la conférence. Ça va être diffusé. Ça pourrait aller encore plus loin, même comme conférence. L'hygiène de vie, c'est important, comme dans tout. Puis même plus encore, il faut quasiment que vous ayez une hygiène de vie très, très élevée pour pallier encore plus à les perturbations, le stress induit par les horaires atypiques de travail. Conciliation travail-famille, c'est pas facile. C'est important, comme dans tout, d'avoir de la communication. Puis il y a des approches plus ciblées. La caféine, les stimulants, Dr Vallière va vous en parler. Pause et sieste également. Je veux juste dire qu'une sieste, ça permet de couper une période continue d'éveil, puis là, minimiser ce risque-là. L'exposition lumineuse, ça peut aider. Il faut faire attention aussi, c'est pas pour tout le monde, mais on peut utiliser soit des lunettes, dans certains cas, de la luminothérapie, mais bon. Puis des systèmes un peu plus élaborés de gestion de la fatigue ou même de gestion des risques liés à la fatigue. Et une excellente hygiène de sommeil avec une excellente conférencière qui va me suivre. Merci. Merci. Donc, je vais continuer avec l'hygiène de sommeil. Là, c'est à mon tour de me démêler avec le bouton vert et le bouton rouge. Hey, c'est quel piton faut que je prenne? Le vert pour avancer. Ah, c'est bon. J'ai failli reculer. OK, donc, on va regarder quoi faire pour mieux dormir. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer le sommeil, maximiser les périodes de sommeil. Et ici, on s'adresse aux travailleurs et aux travailleuses. Je ne m'adresse pas aux employeurs. Si la conférence était pour les employeurs, on regarderait comment organiser les horaires pour aider les travailleurs et les travailleuses à mieux dormir, à avoir du temps pour dormir. Là, ici, je m'adresse aux travailleurs et aux travailleuses. Donc, qu'est-ce que chacun peut faire chez soi pour mieux dormir? Puis, pourquoi on cible le sommeil? À travers toutes les conséquences qui viennent de vous être présentées, il y en a plusieurs qui sont médiées par le sommeil. Même quand on travaille de jour et qu'on dort la nuit, si on dort mal, ça change l'humeur. Ça peut donner des risques pour les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a beaucoup de risques qui sont présents quand on a des difficultés de sommeil.
Donc, si on cible le sommeil en contexte horaire atypique, ben, on minimise les autres risques, toutes les conséquences qui viennent de vous être présentées. C'est pour ça qu'on va cibler le sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Premièrement, de la prévention. Je pense qu'il est important, c'est au-delà de manquer de sommeil, il faut reconnaître les difficultés de sommeil. Donc, quelques mots-clés pour vous aider comme travailleurs et travailleuses à vous orienter avec ça, puis à savoir où je vais chercher de l'aide, OK? Donc, vous pouvez avoir de l'insomnie. C'est quoi de l'insomnie? C'est d'avoir du mal à s'endormir ou se rendormir, et ce, dans n'importe quelle période de sommeil. Parce que si vous êtes un travailleur de nuit, vous allez dormir de jour, vous allez faire des siestes, puis quand vous travaillez pas, il n'y en a pas un dans nos études qui nous a dit qu'il continue à dormir de jour. Il change de nuit, donc il va aussi dormir de nuit. Il peut faire de l'insomnie n'importe quand dans ces périodes-là. Un travailleur de soir qui se couche tard, puis qui essaye de se lever plus tard, mais qui se lève pour faire des lunchs, peut aussi faire de l'insomnie. Donc, quand on reconnaît qu'on a du mal à s'endormir ou à se rendormir dans n'importe quelle période, ça nous amène vers l'insomnie. La privation de sommeil, ça va plutôt être « je dors assez bien », mais pas assez. OK? Donc, il y a vraiment une différence ici. La personne va s'endormir, va pas passer son temps à se réveiller, mais par contre, dort pas assez. La somnolence, ça vous a été expliqué tantôt, donc juste retenir, avoir de la difficulté à rester éveillé durant l'éveil. Ça, c'est important de le retenir. Il y a d'autres troubles. Donc, je peux faire de l'apnée. Si je suis un travailleur de nuit qui dort le jour, je peux faire de l'apnée le jour aussi. Donc, ça va être quoi mes indices? Des ronflements très, très forts avec des arrêts respiratoires la nuit. Je ne vais pas vous faire le bruit. J'ai des collègues qui font ça dans une conférence. Moi, je ne le fais pas. Mais voilà. Alors, des ronflements très forts, arrêts respiratoires. Vous allez vous lever avec la bouche sèche puis des maux de tête. D'habitude, vous allez entendre vous lever au matin. Mais là, si vous êtes un travailleur de nuit puis vous vous levez à 15 heures, ben ça va être quand vous vous levez, vous allez avoir ces problèmes-là. OK? Ça nous indique qu'il y a peut-être de l'apnée. Des mouvements de jambes ou de bras, ça va être des contractions musculaires, des mouvements assez cycliques que vous pouvez pas nécessairement ressentir. Mais ça, c'est difficile. Si vous travaillez de jour, il n'y a pas le partenaire nécessairement dans le lit pour vous dire que vous en avez. Donc, c'est à surveiller quand vous dormez avec quelqu'un pour savoir si vous avez ça. Puis les fourmillements dans les jambes, c'est l'impatience musculaire. Donc, si vous avez un de ces symptômes-là, il faut aller voir votre médecin pour être référé en clinique du sommeil, puis passer les tests appropriés, puis au besoin, avoir l'aide nécessaire pour ça. OK? C'est important. Les conseils que je vais vous donner, ça va plutôt cibler l'insomnie et la privation de sommeil en contexte d'horaire atypique. Donc, premier conseil, et là, c'est vrai pour tous les horaires atypiques. Tantôt, Dr. Boivin vous a parlé de travail de nuit, elle a nommé aussi qu'il y avait des travailleurs du soir, les travailleurs tôt le matin, le monde qui travaille 12, 16, 24 heures, les gens qui travaillent de nuit, évidemment, et les gens qui font toutes ces rotations-là, tout mêlé, c'est incroyable le nombre d'horaires, de possibilités, de mélanges d'horaires qui existent. Donc là, le conseil est pour tous les horaires atypiques de travail. Priorisez vos périodes de sommeil. Ça a l'air simple, puis tout le monde, quand je suis en sommeil, puis ben voyons, Annie, c'est évident, là. Oui, c'est évident quand on travaille en sommeil, mais quand on travaille pas en sommeil, puis qu'on parle à monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident quand on est un travailleur horaire atypique. Pourquoi? Parce que le dimanche midi, il va y avoir un brunch familial, puis si j'ai travaillé une nuit du samedi au dimanche, je vais vouloir y aller. Fait que là, je me sens mal de pas aller au brunch, de pas amener la famille. Donc, ici, l'idée, c'est de prioriser les périodes de sommeil en minimisant le bruit et en ayant le support de la famille puis des amis pour pouvoir maximiser mes périodes de sommeil. Quand je dors, si c'est de 9h à 15h, c'est sacré, je prends pas de rendez-vous, je fais pas l'épicerie, je vais pas voir le médecin, je fais pas de brunch, je dors, c'est ma période de sommeil. Moi, je travaille de jour, je dors la nuit, à 3h la nuit, je me lève pas pour faire un brunch. C'est la même chose, ok? Il faut vraiment maximiser ces périodes. C'est la même chose pour un travailleur du soir qui va se coucher plus tard, puis va vouloir se lever le matin, peut-être s'il y a une famille, pour faire les lunchs pour la famille. Mais idéalement, il faudrait que cette personne-là puisse continuer à dormir le matin pour faire tout son sommeil, OK? Donc, ça serait de trouver des moyens pour être en mesure de prioriser ces périodes.
un autre conseil pour tous les horaires atypiques de travail. Une fois que j'ai dormi, je me lève, je reste actif. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que vous a parlé, Dr. Boivin, quand vous parlez de fatigue, de somnolence, puis que là, on est un peu désynchronisé, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne, elle se lève, là, puis est fatiguée, puis reste plutôt inactif, passe de son lit au fauteuil, et malheureusement, pour sa vie, parce que quand c'est éveillé puis qu'elle travaille pas une vie, ben il se passe pas grand-chose. Alors ça aide pas pour dormir la fois d'après. Puis en plus, ça fait que la vie est un peu plate. Fait qu'est-ce qu'on fait? Mais ça joue sur l'humeur. Donc, quand j'ai fini ma période de sommeil, je me lève, je reste actif. Ça veut pas dire d'aller courir un jogging pendant 3 heures, mais ça veut dire, là, j'ai mis un petit panier d'épicerie, là. Oui, on peut aller faire l'épicerie, mais il faut pas faire juste des corvées. C'est important d'avoir une activité plaisante. Puis faire une activité plaisante par jour, c'est connu pour améliorer l'humeur. Donc, ça va aider le travailleur ou la travailleuse à horaire atypique. Troisième conseil, encore une fois, pour tous les types d'horaires de travail atypiques, évitez le café et les stimulants 4 à 5 heures avant d'aller au lit. Bon, ici, c'est important de regarder c'est quoi les stimulants. Le premier, c'est le café, c'est assez facile à reconnaître. Ensuite, on a le thé, il y a aussi le maté, j'ai pas mis de petits dessins, mais on en a maintenant au Québec. Des fois, ça se vend dans des petites canettes aussi, là. Donc, tous les produits énergisants que je vais pas nommer pour pas faire de pub, il y a des stimulants. Le chocolat, puis plus il est foncé et noir, plus il est stimulant. Et plusieurs types de médicaments aussi. OK? 4 à 5 heures avant d'aller au lit. Donc, si je me couche à 9 heures parce que j'ai travaillé toute la nuit, ça veut dire je remonte à 4 heures. À partir de 5 heures, j'arrête de prendre de stimulants. Si je veux faire une sieste avant de retourner travailler, je fais ma sieste à 20 heures, ben 4 heures avant, c'est à 16 heures mon dernier café. C'est comme ça, il faut que je le calcule. OK? Maintenant, je vais faire une précision sur la médication. Il y a beaucoup de monde qui vont prendre des antidépresseurs. Il y a des antidépresseurs qui sont stimulants, d'Effexor par exemple. Et la consigne est souvent de le prendre le matin. Si je suis un travailleur de nuit, puis que je dors le matin, et que je prends mon Effexor une demi-heure avant de me coucher, ça va pas m'aider pour dormir. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire de pas le prendre, surtout pas. Ça veut dire aller parler avec votre pharmacien pour ajuster la consommation à votre type d'horaire de travail. Ça, c'est très important pour vous aider à ajuster la prise de médication avec votre horaire de travail. Et il y a de la médication en vente libre, comme plein de décongestionnants, par exemple, qui en a du stimulant dedans. C'est important de savoir, surtout si je suis un travailleur ou une travailleuse à horaire atypique, pour pouvoir ajuster ma prise de médicaments. OK? Quatrième conseil, encore une fois, pour tous les horaires atypiques de travail, surtout si vous passez d'un corps à un autre, des fois de nuit, des fois de soir, des fois de jour, puis votre sommeil varie beaucoup dans la semaine, dormir à heure fixe le plus possible et dans le noir. Donc, que je dorme la nuit ou que je dorme le jour, j'essaie d'être dans le noir le plus possible. Même la nuit, hein, des fois, on a des gens à la clinique qui arrivent, puis ils sont tous contents, ils viennent de se faire mettre un plafond de fenêtre. Et là, je lui dis de cacher ça parce qu'il y a trop de lumière, OK, même la nuit dans leur chambre. Donc, c'est important de dormir dans le noir. Les heures régulières de coucher et de lever le plus possible. Je sais que vous avez une vie sociale, puis des fois, vous allez vous coucher un petit peu plus tard que d'autres. C'est pas grave, je vous dis pas de pas avoir de vie sociale, mais le plus possible aux heures régulières et dans le noir, ça va aider vos horloges à se fixer et à vous aider à mieux dormir. Ensuite, pour tous les horaires de travail atypique, à chaque fois que vous allez dormir, donc je me couche, je m'endors, je me réveille, j'arrive pas à me rendormir, ça fait 15 minutes que je tourne en rond dans mon lit. Je sors du lit, je reste dans ma chambre, je reste dans le noir. Okay? Ça, vous ne trouverez pas ça sur Internet parce que ça va vous expliquer de faire une activité. Si vous êtes un travailleur en horaire atypique, suivez ce conseil-là, sortez du lit, restez dans le noir pour ne pas vous mettre à vous réveiller, puis retournez au lit si vous êtes somnolent, ou sinon, ça fait 15 minutes, vous tournez en rond dans votre chambre, vous êtes assis sur un fauteuil, vous n'êtes pas trop somnolent, retournez dans votre lit pour toute votre période de sommeil. Puis, si vous vous rendormez pas, refaites cette procédure. Mais restez dans le noir, parce que comme vous êtes habitué de travailler de nuit,
Ben, si vous dormez de jour, puis là, vous vous levez, vous sortez du lit, vous sortez de votre chambre, déjà que c'est dur de tenir la chambre dans le noir, le reste de la maison risque de pas être dans le noir. Puis si vous êtes la nuit, bien, vous êtes tellement habitué de travailler la nuit, si vous vous levez, puis vous allez lire un petit livre ou faire un petit mot croisé ou un petit mot mystère, comme ça va vous être dit dans d'autres traitements, ben, vous êtes tellement habitué d'être éveillé la nuit que ça va vous réveiller. Donc, on fait pas ça. On reste dans le noir, on reste calme, on fait de la respiration, puis on se recouche. Ensuite, on évite, peu importe quand je vais dormir, peu importe l'horaire de travail, j'évite les écrans dans le lit et dans l'heure avant le coucher. Pourquoi? Pour 2 raisons. Il y a une question de luminosité de l'écran, puis oui, vous pouvez mettre le chiffre de nuit sur votre écran et tout ça, mais il va quand même avoir de la lumière qui va vous rentrer par les yeux, puis ça va changer le chef d'orchestre. Là, il va être tout mêlé, notre chef d'orchestre. Puis, il y a aussi l'idée que c'est une activité qui n'est pas dormir dans votre lit, et ça peut, à la longue, nuire à votre sommeil. Ensuite, on va aller plus pour ceux qui travaillent de nuit. On va rajouter de l'information pour ceux-là, parce que eux, ils dorment de jour, ils font des siestes, puis quand ils travaillent pas, ils dorment la nuit. Donc, conseil numéro 7. Quand on rentre à la maison en transport en commun, donc un tramway, peut-être un jour on en aura un à Québec, mais sinon l'autobus ou le métro à Montréal, ou le train de banlieue, vous pouvez prendre des lunettes fumées ou voir orange pour revenir à la maison. Ça va vous empêcher la mélatonine de baisser, ça va éviter que la lumière passe par votre œil, ça va vous rendre somnolent, ça va vous aider à dormir le matin. Mais si vous conduisez votre voiture, c'est pas vraiment conseillé. Le problème, c'est que vous risquez de vous endormir au volant ou encore de mal voir les lumières, là. Si elle est rouge, est-tu verte, est-tu jaune? Donc, on veut pas créer d'accident, on veut pas vous mettre dans le trouble. Donc, on vous conseille ça si vous revenez en transport en commun. Vous pouvez les garder, ces lunettes-là, c'est quand vous arrivez à la maison. Si vous êtes arrivé en auto, vous les sortez une fois rendus, vous les mettez pour tout de suite commencer à minimiser la lumière qui passe par vos yeux. Et vous les gardez, vous les gardez pas quand vous dormez, mais par contre, si vous vous levez pour aller aux toilettes, vous allez pouvoir les utiliser. Quand on travaille de nuit, on essaye de se coucher tôt après le retour à la maison et peut-être garder au minimum 30 minutes pour essayer de décompresser, changer un peu, désactiver mon corps puis ma tête pour être capable d'aller dormir. Donc, je commence à être dans la pénombre. Je prends pas de café à cette heure-là, c'est pas le temps si je m'en vais me coucher. Je continue avec, pour dormir de jour, passer un minimum de 5 heures dans l'obscurité. Donc, mettons que j'arrive de travailler à 8h30, c'est allé vite, là. Il n'y avait pas de trafic à cette heure-là. Puis j'habite à Québec, ça va peut-être plus vite. Ensuite, supposons que je peux aller au lit à 9h. Bon, ben de 9h à 14h, ça va faire 5 heures. Je vais rester dans ma chambre, dans le noir, pour dormir. Bon, si jamais j'arrive à dormir plus, puis que je dors de 9 à 15, tant mieux. Mais si jamais je dors de 9h à midi ou 9h à midi et demi, puis que là, tout d'un coup, je suis réveillée, je sors pas de ma chambre. Je reste dans le noir. Je fais quoi? Je fais qu'est-ce que j'ai dit tantôt. Je sors de mon lit, je m'assois sur un petit fauteuil, je marche un peu, 15 minutes après, je me retourne dans mon lit pour un minimum de 5 heures. Okay? Ça va vous aider. Il y a des études qui ont étudié ça de façon simulée en laboratoire, puis qui ont montré que si on gardait un horaire fixe dans le noir, on aide le sommeil, même quand il est de jour. Okay? Donc, c'est pour vous aider dans ce sens-là. Ensuite, l'alimentation. Dr. Bovin m'a parlé un tout petit peu tantôt. Ici, je vais vous dire, favoriser une alimentation équilibrée puis à heure fixe et minimale la nuit. Ce avec quoi vous allez composer, c'est souvent, si vous travaillez de nuit, c'est des collègues qui s'amènent des lunchs à partager, ou encore, il n'y a plus rien, on est un peu fatigué, on n'a pas amené de lunch, c'est dur de cuisiner, ça fait on va s'appeler, on va se faire livrer, puis on se fait livrer, ben à cette heure-là, c'est pas grand-chose de sain pour l'alimentation, donc on se fait livrer de la pizza, de la poutine, parce que, puis là, bon, ben avec les conséquences que ça peut avoir de manger ça en pleine nuit. Donc, ce qui est difficile pour respecter ça, c'est vraiment le côté social de manger, de l'alimentation. Donc, essayer de trouver ensemble, peut-être en équipe, une façon de respecter ceci, mais de garder le côté social qui peut peut-être vous amener à manger en équipe.
Maintenant, faire la sieste. Dr. Boivin l'a parlé tantôt, faire la sieste. Comment on va faire ça, son travail de nuit? Ben, il y a une possibilité de faire la sieste avant le quart de nuit. Ça marche bien si le quart de nuit est à peu près de 8 heures. C'est sûr que si vous travaillez 12 heures, vous allez avoir moins de temps. Tu sais, c'est de 24 heures, ça se divise en 2, 12, vous allez avoir moins de temps pour faire une sieste, OK? Mais si vous travaillez 8 heures, vous revenez à la maison, vous dormez 5 heures, vous êtes actif, faites le reste de votre journée, vers 20 heures, avant d'aller travailler, vous allez pouvoir refaire une sieste. Il faudrait qu'au total, dans votre journée, ça fasse autour de 7 heures. C'est ça qu'elle vous a dit tantôt, Dr. Boivin, là, qu'on a besoin d'autour de 7 heures de sommeil sur 24 heures. Si j'en ai dormi 5 le matin, je peux dormir 1h30, 2 heures dans ma sieste. Si j'en ai dormi 6 le matin, peut-être que ma sieste, ça va être plus court, une demi-heure, 1 heure, ça va être suffisant. Et de cette façon-là, je me conserve une sieste avant d'aller travailler et je vais garder le même principe. Je peux aussi en faire une au travail. L'idée ici, là, si j'en fais une au travail, c'est de baisser ma pression de sommeil, baisser ma somnolence suffisamment pour être capable de fonctionner, de continuer à travailler. Donc, 15-20 minutes, puis mettez-vous une alarme parce que vous risquez de passer tout droit. C'est pas possible dans tous les milieux de travail. Il y a des endroits où vous pourrez pas faire ça. L'employeur veut pas que l'employé dorme sur un lieu de travail. Je te paye pas pour dormir. On en a des personnes qui nous ont dit ça. Donc, si c'est le cas, ben, il vous reste quoi? Vous lever, marcher, bouger, sortir du local. Ça dépend de la nature de votre travail. Si vous avez un travail plus actif, vous allez être plus en action. Mais on en a des fois qui sont des travailleurs avec leur écran, ils répondent au téléphone, ils regardent leur écran, ben eux, ils sont assis, sont moins actifs. On va leur dire, ben tranchez ceci en bougeant, en essayant de travailler debout puis de marcher un peu. Si vous pouvez prendre un café à ce moment-là, que vous n'allez pas vous coucher dans 4 heures, ben c'est un bon moment pour le prendre. Plusieurs personnes me disent, la sieste, je veux pas faire ça, parce que quand je me réveille, hey, je suis bientôt endormie, là, je serais bon pour faire ma nuit au complet, je peux pas faire la sieste avant d'aller travailler. C'est un phénomène qui s'appelle l'inertie du sommeil. Ça arrive, c'est compréhensible. Le truc, c'est de vous trouver quelque chose qui vous pousse en dehors du lit et qui vous permet de vous réveiller un petit peu plus facilement. OK? Donc, ça peut être une douche, par exemple, ça pourrait être d'autres choses qui vous motivent à sortir du lit. C'est mieux quand même de faire sa sieste malgré cette inertie du sommeil parce que vous allez baisser votre dette de sommeil avant de partir travailler. Qu'est-ce qui nous reste quand on travaille de nuit? Ben, des transitions. C'est-à-dire que nous, on avait dans nos études des personnes qui travaillaient en milieu hospitalier à Québec, qui faisaient 9 nuits d'affilée sur 14, puis après ça, ils faisaient 5 de congé. Mais les 5 de congé, ils dormaient de nuit. Ils n'essayaient pas de rester à dormir de jour. Là. Ils viraient pour revenir voir leurs amis, leur famille. Et sinon, ils faisaient 9 nuits, mais ils faisaient fragmenter. Ils faisaient 2 nuits de travail. Après ça, ils arrêtaient 2 nuits. Ils faisaient 3 nuits de travail. Ils arrêtaient 3 jours. À chaque fois qu'ils arrêtent, ils revirent de bord puis ils dorment la nuit. Ça veut dire qu'il y a des transitions. Ça veut dire que quand j'ai mon dernier quart de travail de nuit vient de finir, qu'est-ce que je vais faire avec mon sommeil? Je vais dormir de jour. Et là, le soir, je vais pas refaire une sieste. Je vais toffer, je vais peut-être me sentir un peu somnolent à l'heure de ma sieste parce que je suis tellement habituée de la faire. La somnolence va être un peu là, mais je vais toffer pour me rendre jusqu'à l'heure de coucher pour la nuit. L'autre transition que je vais avoir, c'est avant de recommencer à travailler la nuit. Ben là, si moi je me suis virée de bord puis je dors la nuit, ben là, ma dernière nuit de sommeil, j'essaye pas de l'étirer puis d'en faire plus possible. Je la fais normale, puis avant de retourner travailler, je fais ma sieste. Je reprends ma sieste. Puis comme elle est toujours cédulée dans le temps, à la même heure, bien ça va être, à la longue, ça va venir plus facile pour votre corps de se placer à ces heures-là. Okay? Ça marchera pas la première semaine. Là, vous allez dire, voyons, Mme Vallière m'a dit ça, puis ça marche pas. Ça prend le sommeil, si vous voulez placer vos périodes de sommeil comme ça va prendre 2, 3, 4 semaines. Mais après, vous allez voir qu'il va y avoir un effet. Vous allez sentir ces effets-là, ça va venir plus facilement si vous êtes à heure fixe. OK, avant le dernier cas, OK, bon, je suis rendue. Et les siestes ou les transitions, c'est toujours les mêmes règles. Les heures le plus fixes possible, toujours dans le noir. Puis si je dors pas après 15-20 minutes, je sors du lit, je reste dans ma chambre, je m'assois sur un petit fauteuil, je respire tranquillement, puis je retourne dans mon lit. Et voilà,
c'était ma dernière diapo pour les conseils. Ici, on a un peu d'aide qui existe en français. Un livre écrit par Dr. Boivin ou un chapitre pour moi, puis un site web aussi qui existe, qu'une autre de nos collègues, qui n'est pas ici, qui a mis en ligne avant de prendre sa retraite. Ça peut aider certaines personnes. Donc, on voulait prendre la peine de vous les présenter. Et ça fait le tour, je pense. Y avait-il d'autres choses après? Ah, les images, puis des références. Oh, avez-vous des questions? Donc, si on a des questions dans la salle, je vous invite à venir au micro. Peut-être en attendant, on a une question de quelqu'un qui était en ligne qui demandait, Dr. Boivin disait que la luminothérapie peut aider certains, mais pas tous. Qui peut en bénéficier et pourquoi? Oui, OK. C'est une question assez difficile, hein, parce que... On a le temps. On a le temps. Il faut... En fait, il faut s'assurer de ne pas nuire plus que d'aider. OK? Parce que si on utilise la luminothérapie, puis si c'est fait de façon prolongée, on manque d'études un peu pour voir c'est quoi les impacts à long terme de ça, que ce soit pour la sécurité oculaire, que ce soit sur même les risques de cancer, qu'est-ce qui arrive avec la sécrétion de mélatonine. Donc, je pense qu'il y a des... Je veux être très prudente avant de répondre. J'aimerais ça voir le type d'horaire, mais on peut imaginer, par exemple, des horaires qui ont une certaine régularité où on envoie des équipes faire des fly-in, fly-out, par exemple, où est-ce que les équipes de travailleurs, travailleuses, c'est souvent des hommes, sont confinés à un environnement où est-ce que là, c'est des nuits en ligne, constamment. Là, peut-être, OK, oui, il pourrait avoir un effet. Par contre, il y a des études chez l'animal qui montrent que le fait de changer, parce que quand on utilise la luminothérapie, l'idée derrière, principalement, c'est d'essayer de pousser l'horloge biologique à traverser des fuseaux horaires pour rentrer en harmonie avec l'horaire de travail. C'est d'ailleurs une des premières études qu'on a fait quand j'ai ouvert le laboratoire. Je pense qu'on a publié en 2002 une étude chez des infirmières et infirmiers qui travaillaient de nuit à temps plein. On a montré que si on utilise la luminothérapie, on peut envoyer leurs horloges biologiques en Asie. Parce qu'on s'est dit, ben, pendant que cette infirmière, cet infirmier va travailler à Montréal de nuit, il y en a un autre en Asie qui va travailler de jour. Puis, on a réussi à corriger parfaitement la désynchronisation circadienne. Par contre, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a une période de transition. Puis, entre-temps aussi, il y a d'autres études qui ont sorti, qui ont montré que ces changements, ces shifts, voyage à travers des fuseaux horaires, aller-retour chez l'animal, il y a des études qui ont montré que ça pouvait affecter la longévité. Fait que, faut pas dire que c'est la panacée. On sait que souvent, le problème, ben pas souvent, mais le problème de base, c'est la désynchronisation circadienne puis la restriction du sommeil. On se dit, bon, ben on va corriger la cause, on va aider en faisant ça, mais pas nécessairement. Vous savez, en médecine, on peut traiter des conditions médicales sans nécessairement agir sur la cause parce que, bon, je vous donne un autre exemple, supposons dans l'édème pulmonaire ou l'insuffisance cardiaque, souvent on va sortir des diurétiques pour essayer d'améliorer les conditions. Mais ici, je suis venu avec le temps à prendre l'opinion que c'est beaucoup plus payant, beaucoup mieux et beaucoup plus facile pour les travailleurs et travailleuses d'agir sur le sommeil, d'avoir une bonne gestion de sommeil que d'essayer de réaligner constamment back and forth les horloges biologiques, puis peut-être à long terme créer plus de problèmes. Fait en gros, c'est ça. Mais il y a quand même des conditions où ça peut aider. Puis un autre aspect avec lequel on peut vouloir utiliser la luminothérapie, c'est son effet direct, stimulant, parce que ça peut aider les gens à rester réveillés. Fait que comme dans tout, puis particulièrement les horaires atypiques, il faut peser les pour les contre. On est dans les zones de mitiger les risques, puis d'essayer de trouver la meilleure solution possible. Alors, il faut de la flexibilité, puis il n'y a pas de recette miracle. Fait que je ne sais pas, Annie, si tu veux rajouter quelque chose. OK, merci.
As-tu une autre question? Je vais être créative. Peut-être, vous avez mentionné aussi qu'il y avait comme à peu près 25% des gens qui arrivaient à s'aligner. Est-ce qu'on sait un peu c'est qui? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'ils ont un truc magique qu'on peut partager aux autres? Bonne question, parce qu'on sait tous combien l'exposition à la lumière et à l'obscurité, c'est important, mais dans notre étude, on n'a pas vu de différence d'exposition à la lumière qui explique pourquoi certains individus s'ajustent plus. Remarquez que peut-être qu'il y avait des limites technologiques à notre enregistrement de l'exposition lumineuse. Hein, c'était fait au poignet, alors il y a des petits détecteurs de lumière qui sont posés sur des actigraphes qui mesurent le cycle activité-repos. C'était loin des yeux. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ça ne serait pas l'exposition à la lumière qui serait impliquée. Mais il y a des différences individuelles. Il y a des individus là, qui s'ajustent très, très, très rapidement au décalage horaire. Puis il y en a d'autres, c'est l'enfer. Alors, il y a des différences individuelles. On a de la misère à comprendre. On s'intéresse beaucoup à ces questions-là d'ajustement individuel, en particulier les différences de sexe, même si on a des gens au sud de la frontière qui ne sont pas d'accord. Mais c'est important d'accumuler plus de données sur des questions de diversité, comment le sexe affecte ça, comment l'âge affecte ça, l'ethnie, on est encore plus loin, là. Donc, c'est une question qui est très importante et pour laquelle on espère qu'on va avoir plus de recherche et de fonds. Je peux peut-être rajouter quelque chose? Oui. Juste pour rajouter là-dessus, puis tu me diras si ça a un lien avec la synchronisation, mais il y a des études qui montrent aussi que le choisir de travailler en horaire atypique va minimiser les conséquences puis les risques. Donc, je ne sais pas c'est quoi le lien entre le choix et la synchronisation, mais ça, c'est important aussi de le mentionner. Donc, être obligé de suivre ou de subir un horaire versus je choisis mon horaire, a un effet protecteur ou positif sur les conséquences. Ce sur quoi il faut faire attention, il ne faut pas donner tout le choix non plus, parce que c'est comme l'envers de la médaille de ça, c'est que si on donne trop la possibilité de choisir, ça risque d'être fait au détriment de la santé. Donc, les gens essayent de faire toutes leurs heures au début de semaine pour avoir le plus de repos possible après. Donc, il faut comme trouver un équilibre entre le choix puis pour minimiser les risques, mais peut-être que ça aura un lien ici pour répondre. Ben, c'est effectivement... Les deux marchent-ils? Ça marche-tu? Oui? Ah. OK. Ah, bon. Pas de chicane. C'est effectivement un aspect important de pouvoir choisir, puis là, ça ramène à la question de la satisfaction par rapport au travail. Puis aussi, quand il y a une sélection par l'individu de son horaire favori, souvent les gens vont prioriser les types d'horaires avec lesquels ils ont plus de facilité. Puis il y a des études qui ont montré que si tu permets aux personnes qui ont ce qu'on appelle un chronotype du matin, ça c'est un concept qu'on n'a pas couvert, là, mais le chronotype, c'est le type d'horaire favori de vie qu'un individu a. Tu as des gens qui sont plus du matin, Annie. Tu as des gens qui sont plus de soir. Puis, mais tu sais, idéalement, ces gens-là travailleraient dans l'horaire qui est le plus naturel pour eux. Fait que moi, je vais faire le chiffre de soir, toi, fais le chiffre de matin. Puis, tu sais, ça a montré que les gens ont moins de problèmes à ce moment-là. Mais en plus, ce que tu soulèves, c'est la satisfaction personnelle, l'autodétermination, puis là, ça embarque dans toutes les notions de psychologie du travail. Puis peut-être la nature du travail aussi, parce qu'il y en a qui ont un travail très, très physique, même si c'est la nuit, puis il va en avoir d'autres, comme je disais tantôt, qui sont assis avec leur écran. Donc, peut-être que ce qu'ils vont faire comme travail peut influencer la réaction également ou la synchronisation. Ça resterait à voir. Oui, excellente présentation. Je trouve ça très intéressant. Je me demande encore, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi certains, comme vous avez dit, qu'on ne comprend pas très bien que
pourquoi certains s'adaptent bien à un jet lag, par exemple, ou à un shift de nuit, d'autres non? Est-ce que c'est une question de réponse au stress, les taux de cortisol, ou c'est une question d'habitude alimentaire? Parce que on sait quand on mange, on active les horloges au niveau de l'intestin, donc ça serait quoi enfin, est-ce que vous pouvez développer un peu plus pour comprendre la différence entre les différents types de personnes? OK. Toi? Ouais. Tu veux... OK, je vais commencer. Ben, c'est une question d'apparence simple, mais avec des réponses qui viennent d'un peu partout. C'est clair dans ma tête, puis dans la tête de plusieurs chercheurs, qu'il y a des différences individuelles, là, biologiques, génétiques, la misère encore à comprendre les bases de ça. Donc, il y a des gens qui sont plus résistants à privation de sommeil, à désynchronisation, mais aussi il y a tous les comportements de vie, l'hygiène de vie associée, ce pourquoi c'est très important de faire de l'éducation, les sessions d'hygiène, de sommeil et de vie pour les travailleurs, pour essayer de améliorer les comportements qui vont réduire les malaises, justement. Alors, c'est un melting pot, il y a plusieurs outils dans la boîte, mais il y a différents conseils, même quand on traverse les fuseaux horaires, dépendamment de où on va, d'où on part. Quand on travaille sur des horaires, un professeur Vallière en a résumé beaucoup d'importants. Donc, on peut faire la même chose avec les travailleurs de jour. Pourquoi il y en a qui sont mieux ajustés que d'autres? Il y en a qui font plus d'exercice physique que d'autres, qui mangent mieux, qui ont des diètes méditerranéennes. Il y en a d'autres qui ont plus de difficultés de ce côté-là. Donc, tout ça aussi, c'est important, d'autant plus important pour les travailleurs sur horaire atypique. Ça s'ajoute, là. Merci. Excellent, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Dr. Vallière, Dr. Boivin, merci énormément pour cette superbe présentation. On en a appris beaucoup. Donc, j'invite les gens à peut-être prendre une petite pause santé. On a une dizaine de minutes avant notre prochaine présentation qui sera en anglais sur le changement d'heure. Merci. Merci. Merci.